8h30 à Tel Aviv, c'est le journal à la une de l'actualité ce jeudi. C'était il y a 10 ans, jour pour jour, le début du calvaire d'Ilan Halimi. Torturé à mort par le gang des barbares pendant 24 jours, le jeune homme va subir l'horreur. 10 ans après, la blessure reste vive au sein de la communauté juive française. Et puis cette nouvelle journée de grogne sociale en Tunisie, la colère gronde à Kasserine après le décès d'un chômeur et pour la 3e journée consécutive, plusieurs centaines de manifestants réclamant des emplois ont été dispersés de force par la police. Autre titre ce jeudi, ce sont les résultats d'une enquête qui risque de tendre encore un peu plus les relations entre l'Occident et Moscou. Pour la justice britannique, le président russe a probablement approuvé le meurtre au polonium de l'ex-agent du KGB Alexandre Litvinenko. Les faits remontent à 2006, c'était à Londres. Et puis après le choc, le recueillement, le Pakistan rend hommage aujourd'hui aux 21 victimes de l'attaque terroriste menée hier contre l'université de Bachakan. Les drapeaux sont mis en berne et une cérémonie de prière s'est tenue dans la matinée. Dans l'actualité de ce jeudi également, Mama Grizzly is back. Vous vous souvenez peut-être de Sarah Palin, cette ultra-conservatrice américaine qui avait fait beaucoup de bruit lors de la dernière élection présidentielle. Eh bien, elle se relance dans la course et pourrait jouer un rôle déterminant aux côtés de Donald Trump, le milliardaire américain qui continue de s'attirer les foudres, cette fois des célébrités américaines qui ont lancé une pétition anti-Trump. Chloé Demoulin. Elles ne peuvent plus supporter les dérives verbales du candidat républicain et elles ont décidé d'agir. Plusieurs personnalités américaines de premier plan ont lancé une pétition en ligne. Son slogan « Halte à la haine, débarrassons-nous de Donald Trump ». Mais le chef d'affaires controversé a plus d'un tour dans son sac. Cette semaine, il a reçu un soutien qui pèse lourd dans le paysage politique américain, celui de la figure de proue du Tea Party, la très conservatrice Sarah Palin. Êtes-vous prêt pour un commandant en chef ? Un commandant en chef qui laissera les pessimistes faire leur travail et qui ira botter les fesses de l'État islamique. Prêt pour quelqu'un qui va sécuriser nos frontières, pour garantir nos emplois et protéger nos maisons. Prêt à rendre à l'Amérique sa grandeur. Connu pour son franc-parler, l'ex-gouverneur de l'Alaska apparaît régulièrement pour tenser les élites politiques et notamment les barons du Parti républicain. Son soutien constitue donc du pain béni pour Donald Trump qui ne boude pas son plaisir. C'est une personne que je connais depuis longtemps, que je respecte depuis si longtemps. Quand j'ai entendu dire qu'elle allait me soutenir, je me suis senti très honoré. Vous n'avez pas idée. S'il est élu, le milliardaire a suggéré qu'il pourrait trouver une place à Sarah Palin au sein de son administration. Voilà, et on tente de comprendre quelle place va jouer Sarah Palin au sein de cette future administration potentielle. Bonjour David Benaïm depuis New York. Est-ce que Sarah Palin va être le ticket de Donald Trump, sa colistière ? Non, Sarah Palin ne devrait pas être son ticket. Les deux se ressemblent trop et attirent le même électorat républicain. Les Américains du Midwest, en colère contre l'establishment de Washington, en guerre contre le politiquement correct, marqué très à droite, proche des évangélistes et du Tea Party. Trump devra trouver un candidat à la vice-présidence qui puisse lui apporter des voix supplémentaires s'il entend l'emporter face aux démocrates. Mais Sarah Palin peut jouer un rôle crucial, au moins pour l'obtention de la nomination. Malgré son retrait de la vie politique en 2009, elle a prouvé à plusieurs reprises lors des élections au Congrès son influence à faire élire des sénateurs et des représentants. Très peu de chances donc de la retrouver comme candidate à la vice-présidence, mais Trump lui a promis une place de choix dans son administration en cas de victoire. Sarah Palin, elle, se verrait bien prendre le poste de secrétaire d'État à l'énergie, à condition bien sûr que Trump s'installe à la Maison-Blanche. Alors la presse américaine, David, souligne que Sarah Palin, souvent moquée, est pourtant une carte gagnante pour Donald Trump. L'édito de CNN résumait les choses ainsi. Ce duo symbolise ce que les Américains aiment le plus, Dieu et l'argent. Est-ce la clé de ce duo de choc ? Sarah Palin est absolument un atout pour la campagne de Donald Trump. Elle sait tenir une foule, ils parlent le même langage, se battent contre le même ennemi et surtout, ils monopolisent à eux deux toute l'attention médiatique et c'est la stratégie numéro 1 de Donald Trump depuis le début de sa campagne. Ce duo risque d'atteindre ses limites. Une fois passées les primaires, la crédibilité de la campagne de Trump aura du mal à
rassembler les voix des minorités et des indépendants nécessaires pour remporter l'élection générale. D'ailleurs, les tabloïds ont exprimé clairement leurs sentiments sur ce nouveau duo. Le New York Post a titré Lady and the Trump en référence au célèbre dessin animé de Walt Disney, La Belle et le Clochard. Le Daily News y est allé encore plus fort, affichant à la une « I am with stupid », je vous laisse traduire, je suis stupide. Le quotidien new-yorkais avait déjà fait des siennes en juin, grimant le visage de Trump pour dire qu'un clown se lançait dans la course à la Maison-Blanche. On dit souvent que l'humour est le meilleur des remèdes. C'est le sentiment d'une grande partie de la population américaine qui se délecte devant les sketchs qui moquent le nouveau couple de choc Trump-Palin. Mais si les comédiens s'en donnent à cœur joie, on détecte tout de même, entre les lignes, une sincère inquiétude, limite inconfortable autour de ce cercle politique. Voilà, et un électorat qui pourrait y répondre. Merci beaucoup pour ces commentaires, David Benaïm. Autre question à la une de l'actualité ce jeudi, comment accélérer la chute de Daesh? Tentative de réponse hier à Paris. La coalition internationale conduite par Washington s'est réunie autour du ministre français de la Défense. Objectif, mobiliser plus de moyens après 1 an et demi de frappes internationales. Léa Berdugo. Côte à côte pour mieux lutter contre le groupe État islamique. Autour de la table, toute la journée, les ministres de la Défense des 7 pays les plus engagés ont fait le point sur les actions de la coalition internationale avec des premiers reculs de l'EIA Kobané, Sinjar et Ramadi. Le ministre français de la Défense s'est félicité des avancées dans la lutte contre Daesh. Nos efforts conjoints, ainsi que ceux de tous les membres de la coalition, portent leurs fruits. Et on observe ces dernières semaines un recul de Daesh. Sa résilience doit toutefois nous amener à améliorer encore notre action. Quels moyens seront mis en place? Plus d'avions de combat, mais également plus de formateurs de troupes au sol. Le secrétaire d'État américain à la Défense a énoncé sa feuille de route pour détruire le groupe État islamique. Premièrement, détruire le cancer de l'État islamique en supprimant ses centres de pouvoir à Raqqa et Mossoul. Deuxièmement, lutter contre les métastases de cette tumeur à travers le monde. Enfin, troisièmement, protéger les populations chez nous. Le 25 janvier doivent se tenir des pourparlers pour une solution politique à apporter à la Syrie. Ils s'annoncent difficiles en raison de désaccords sur la composition de la délégation de l'opposition. Cette question était au cœur ce mercredi à Zurich de la rencontre entre le secrétaire d'État américain John Kerry et son homologue russe Sergueï Lavrov. Et on s'arrête sur une déclaration faite hier à Paris. Elle est signée par le ministre de la Défense britannique. Les frappes russes ne font que prolonger l'agonie du peuple syrien. Phrase choc, et l'entente avec Moscou est donc loin d'être acquise. Les Russes, accusés d'ailleurs d'avoir tué plus de 1000 civils en Syrie depuis le début de leur frappe. Maxime Pérez, on va plus loin avec vous. Les Occidentaux, malgré ces critiques, ont besoin des Russes en Syrie. Et oui, parce que tout simplement, les Russes sont en train de devenir les maîtres incontestés de la Syrie. Peut-être même qu'ils seront bientôt plus souverains que le régime syrien lui-même. On a eu connaissance il y a quelques jours d'un pacte militaire qui a été conclu l'été dernier entre Damas et Moscou, juste avant le déclenchement des frappes russes en Syrie. Et ce pacte militaire, il est désormais disponible sur le site internet du gouvernement russe. Il autorise Moscou à déployer autant d'armes et de soldats qu'il le souhaite, et il offre même à ses militaires une immunité comparable à celle des diplomates. Autrement dit, les Russes sont chez eux en Syrie et il va falloir que les Iraniens et les Occidentaux le comprennent. Pour pouvoir s'ingérer dans les affaires de la Syrie, il va falloir traiter avec Vladimir Poutine. Est-ce qu'on peut déjà tirer, Maxime, un premier bilan des frappes russes dans cette guerre contre Daesh, dans cette guerre syrienne? Alors il y a ce bilan humain, 1000 morts et certainement beaucoup plus de blessés civils côté syrien. Ce qui pose question, ça n'est pas forcément le sort de ce peuple syrien dont on a bien compris après l'affaire du démantèlement des armes chimiques que les Occidentaux n'en avaient pas trop à faire. Officiellement, Moscou a prétexté la lutte contre l'État islamique pour déclencher une intervention militaire en Syrie, mais
ce qu'on peut dire après 4 mois, c'est que ces frappes ne ciblent pas uniquement l'État islamique, mais tout ce qui dérange le régime syrien dans sa reconquête du territoire, et notamment la reconquête de la Syrie utile, Hama, Homs, la ville d'Alep. Et ce sont des groupes modérés syriens qui sont visés, des groupes islamistes et même parfois des factions de l'armée syrienne libre. Évidemment, tout cela complique la donne sur le terrain, et c'est ce qui explique ces réactions sur cette intervention russe qui va évidemment bien au-delà de la lutte contre l'État islamique. Voilà, la Russie est chez elle en Syrie. Merci pour ces précisions, Maxime Pérez. Et toujours concernant Daesh, cette image drôle de photo de famille parue dans la dernière revue de propagande de l'organisation État islamique. C'est le portrait, vous le voyez, des 9 terroristes des attentats de Paris dans cette affiche à la mise en scène hollywoodienne. Et l'avertissement est glaçant: que Paris soit une leçon pour tous les pays qui ne nous écoutent pas. Fin de citation. Les portes de l'Europe se referment peu à peu devant eux. Même si l'Allemagne reste très accueillante face aux migrants, eh bien, les places en centre d'accueil se font rares au moment où un hiver extrêmement rude rend difficile le périple de ces candidats à l'asile. Explication Jonathan Serrero. Les autorités allemandes ont durci le ton de leur politique d'accueil des migrants. Elle encourage désormais les candidats à l'immigration à se diriger vers son voisin autrichien. Nous n'avions aucune idée de cette situation. Ils nous ont donné des papiers, ils nous ont dit « vous pouvez rester en Autriche et rester là-bas ». En 5 mois, l'ambiance a changé. Le froid de l'hiver a congelé l'espoir de l'accueil estival. Les migrants se retrouvent désormais livrés à leur sort, trimballés entre les différentes gares d'Europe de l'Est et les différents contrôles d'identité. Le renforcement de la politique d'accueil en Allemagne pousse désormais les migrants à réfléchir à d'autres destinations de refuge. Toute ma famille a des papiers en France. J'aimerais aller en France, Inch'Allah. Pour répondre à la décision des autorités allemandes, le gouvernement autrichien va prendre des mesures pour rendre son pays moins attrayant. La frontière avec la Slovénie a déjà été fermée. Le nombre de personnes refoulées est passé de 60 en décembre à 200 depuis le début de l'année. Du 4 au 10 janvier, les bureaux autrichiens de l'immigration ont reçu 1777 demandes d'asile, soit environ 300 de plus que fin décembre. Et on tente de comprendre à présent si, comme l'Allemagne, d'autres pays européens sont en train de durcir leur politique migratoire. Léa Berdugo, cette politique semble s'étendre à toute l'Europe avec des mesures de plus en plus critiquées. Oui, également par le Danemark, tout d'abord, qui termine aujourd'hui l'examen parlementaire de sa réforme du droit d'asile. Que contient-elle? Tout d'abord, une mesure spectaculaire, la confiscation des effets de valeur des migrants à leur arrivée, qui a concentré toutes les contestations. Je vous propose d'écouter à ce sujet la directrice adjointe de l'Europe chez Amnesty International. Le principe même de cette loi est très alarmant. Que les réfugiés qui ont tout laissé derrière eux doivent maintenant aussi abandonner leurs biens de valeur et les choses qu'ils ont réussi à amener, c'est incroyablement égoïste, il me semble, de la part d'un gouvernement qui a les richesses nécessaires pour pouvoir s'occuper des plus vulnérables dans son pays. Alors au-delà du législatif, les crispations entre les réfugiés et la population se font de plus en plus grandes. Un exemple, à la frontière avec l'Allemagne, une boîte de nuit refuse l'entrée aux personnes qui ne parlent ni anglais, danois ou allemand. D'autres cafés et restaurants danois devraient faire la même chose dans les prochaines semaines. Ils disent avoir enregistré des plaintes déposées par des jeunes femmes pour des comportements inopportuns. Voilà, l'Europe qui se cherche dans cette crise migratoire, et d'autres mesures sont envisagées par les gouvernements. Oui, en premier lieu, la fermeture des frontières. La Macédoine a fait savoir qu'elle a fait fermer sa frontière depuis mardi soir avec la Grèce pour empêcher les migrants de se rendre en Europe occidentale. Près de 600 Syriens, Afghans et Irakiens se trouvent du côté grec de la frontière et attendent donc de pouvoir entrer en Macédoine. La Hongrie avait également annoncé, on s'en rappelle, en septembre dernier, son intention de construire une clôture à la frontière avec la Roumanie. Eh bien, les autorités se disent désormais prêtes. Nous avons préparé la construction à une distance raisonnable de la frontière serbo-hongro-roumaine. Ce qui pourrait nous permettre, par exemple, d'y construire une clôture en une semaine seulement. Alors, autre pays
qui va prendre des mesures contraignantes pour les migrants, c'est l'Autriche qui veut diviser par plus de 2 le nombre de demandeurs d'asile en 2016. Donc on le voit bien, que de nombreux pays d'Europe commencent à envisager un changement de politique face à l'afflux de migrants. Voilà, l'Europe qui ferme ses portes et ses frontières. Merci Léa Berdugo. Il est 12h45. Dans 10 secondes exactement à Tel Aviv, c'est le journal et l'essentiel de l'actu avec vous, Daniel Atlan. Oui, tout d'abord, ces nouvelles violences en Égypte. Encore une fois, ce sont des forces de sécurité qui sont prises pour cible. 5 policiers ont été tués, 3 autres personnes blessées dans une attaque perpétrée dans le Sinaï. L'attaque qui n'a pas encore été revendiquée. C'était il y a 10 ans, jour pour jour, le début du calvaire d'Ilan Halimi, torturé à mort par le gang des barbares. Pendant 24 jours, le jeune homme va subir l'horreur. 10 ans après, la blessure reste vive au sein de la communauté juive. Lui avait été opéré le 22 décembre. Le 4e patient implanté d'une prothèse du cœur artificiel de Karma est décédé de complications médicales. Alors selon la société, la prothèse n'est pas impliquée dans son décès. Ce sont des complications liées à son état critique pré- et post-opératoire qui sont en cause. Merci Daniel. On jette tout de suite un coup d'œil à la météo de ce jeudi. L'histoire du jour, c'est celle d'un drapeau, le drapeau israélien qui flottait sur le bateau Exodus, un symbole d'espoir pour ces milliers de rescapés de la Shoah, pressés de rejoindre le futur État hébreu. Et depuis, il a fait un long chemin. Cette histoire, c'est vous qui nous la racontez, Julien Baloul. On va d'abord raconter l'histoire de l'Exodus pour ceux qui ne la connaissent pas. Alors nous sommes en 1947, 2 ans après la fin de la Shoah. Il y a des milliers, dizaines de milliers de Juifs qui errent à travers l'Europe à la recherche d'une patrie, et donc certains prennent place à bord de ce bateau. Ce bateau, c'est l'Exodus, en espérant pouvoir rejoindre la terre d'Israël. C'était à l'époque la Palestine sous mandat britannique. C'était un bateau acheté par la Haganah, qui était une organisation juive militaire. Il y avait plusieurs organisations juives militaires dans Palestine britannique avant la création de Tsahal. C'est donc eux qui ont organisé leur arrivée. C'était donc pour donner un refuge à ces juifs survivants de la Shoah dans le futur État d'Israël. Mais à l'époque, les Britanniques donc contrôlaient la zone, ne leur donnent pas le permis d'entrée. Ils refusent l'immigration juive pour satisfaire les demandes arabes. Il y avait une politique très dure envers l'immigration juive à l'époque. Et donc le bateau est refoulé à l'entrée du territoire, du futur des territoires israéliens. Il est refoulé vers le sud de la France. Mais les autorités françaises refusent de débarquer les populations sur le territoire. Et donc les familles qui étaient des survivants de la Shoah sont transférées en Allemagne, dans des camps d'internement sous contrôle britannique, parce qu'à l'époque l'Allemagne était, vous savez, occupée par plusieurs forces occidentales, et c'est le scandale international, et du coup les Britanniques sont forcés de plier, et quelques mois plus tard les familles pourront retourner en Israël. Notez que pour Ben Gurion, c'était aussi un outil politique. Il avait sciemment demandé à la Haganah de ne pas débarquer les familles dans le sud de la France, même si les conditions sanitaires et les conditions humaines étaient très dures à bord du bateau. Il leur a dit « Vous ne descendez pas, l'opinion publique internationale est en train de prendre conscience de notre condition, vous restez jusqu'au bout ». Voilà, c'était un moyen de pression efficace. Alors, à bord de ce bateau, on l'a dit, un drapeau israélien qui flotte, un drapeau qui est très fort en symbole et qui a fait du chemin. Oui, parce que c'était le symbole d'une patrie pour ceux qui n'avaient pas encore de patrie. C'était le symbole du futur État d'Israël. Et ce drapeau a été envoyé aux États-Unis par un membre de l'équipage américain, s'appelait Michael Weiss. Il a gardé dans sa maison à Philadelphie jusqu'en 1977. C'est le drapeau. Avant d'arriver en Israël, et récemment il a été vendu aux enchères et il a été acheté par deux Américains de confession juive originaires de Chicago, Tom et Bill Silverstein. Ils ont payé $144 000 pour l'acheter et ils en ont fait don au musée de la Shoah aux États-Unis, à Washington. Pourquoi ? Pour 2 raisons. D'une part, parce que c'était des réfugiés de la Shoah, ceux qui étaient à l'intérieur. D'autre part, pour éviter qu'ils n'arrivent dans n'importe quelle main, pour être gardés dans un musée.
Et enfin, pour être un symbole, ils disent ce drapeau est le symbole de tous les réfugiés dans le monde, de tous ceux qui sont ignorés par la condition internationale et par la communauté internationale. Mais certains estiment que le fait de l'avoir mis dans le musée de la Shoah à Washington, c'est aussi pour dire pas de comparaison avec le drame syrien. C'était une histoire bien particulière, c'était l'histoire de la Shoah. Voilà un drapeau qui a fait du chemin et qui finit sa course donc dans ce musée. Merci Julien d'être venu nous raconter cette histoire. Autre histoire, soupçonnée de terrorisme pour une faute d'orthographe. Ça se passe cette fois en Grande-Bretagne. Le suspect en question, un enfant de 10 ans, il a été interrogé par la police. Explication Betsabé Salem. Il voulait dire « je vis dans une maison mitoyenne », mais il a écrit « je vis dans une maison terroriste ». L'histoire a été rapportée par la BBC. Inquiété par les hypothétiques révélations du jeune musulman de 10 ans, l'école du Lancashire, dans le nord-est de l'Angleterre, a immédiatement alerté la police. Le lendemain, les agents débarquaient chez le garçon pour l'interroger et examiner l'ordinateur familial, sans succès. Une bévue qui aurait traumatisé le jeune élève. Ses parents racontent que depuis, il n'ose plus écrire. En Grande-Bretagne, la polémique enfle. L'école a-t-elle exagéré ? Même si depuis le mois de juillet, les enseignants britanniques sont tenus de déclarer toute attitude extrémiste dans le cadre de la législation antiterroriste, les réactions fusent. Si l'enseignant avait une inquiétude à se faire, c'est au sujet de son orthographe, a déclaré la cousine du petit garçon. Sur les réseaux sociaux, on y trouve plus matière à s'insurger qu'à rire, comme cet internaute qui demande « Combien d'enfants blancs de 10 ans ont été interrogés par la police pour avoir fait la même faute ?» Ou un autre qui commente cyniquement « Le Premier ministre doit avoir raison en faisant un lien entre le niveau d'anglais et le terrorisme ». Quant à la police, elle dément que cette situation ait été causée par une simple faute d'orthographe. Et on continue de parler d'orthographe, cette fois en France. Attention, c'est le clavier AZERTY qui serait responsable de notre mauvais français. Si on écrit mal, c'est de sa faute, au point que le ministère de la Culture envisage de le remplacer. Betsabé. Exactement. Ah, les claviers AZERTY, donc du nom de ces 6 premières lettres. Nous sommes tous confrontés régulièrement au défi des CCD, des doubles chevrons, vous savez, ces guillemets à la française, et autres E dans l'eau. Avec cette éternelle alternative, une série de raccourcis à mémoriser, des symboles à insérer ou atteinte suprême à la langue française, passer outre et écrire. Regardez, facade, hameçon ou encore recu. C'est si vous enlevez les cédilles au C, voire écorché, nom ou lieu de famille, nom de lieu ou de famille. Et pourtant, les AZERTY sont une exception française. Depuis la démocratisation des premiers ordinateurs, c'était dans les années 80, les claviers vendus en France, ou pour écrire en français, se distinguent des claviers QWERTY anglophones et européens. Sauf que le constat est flagrant et un récent rapport de la délégation française à la langue française et aux langues le confirme, les claviers AZERTY ne sont pas adaptés à la langue de Molière, au point que le ministère de la Culture et de la Communication souhaite actualiser l'actuel clavier et il a confié à l'Association française de normalisation le soin d'élaborer un nouveau clavier mieux adapté, nous dit-on, en français aux signes communément utilisés comme l'arrobase, l'euro, mais aussi aux langues régionales. Et oui, en occitan, par exemple, il doit être possible d'ajouter des accents graves ou aigus sur toutes les voyelles, nous dit-on. Alors l'AFNOR devrait proposer un premier modèle de clavier dès l'été prochain. Encore faudra-t-il que les fabricants et les distributeurs l'adoptent, puisque la norme ne sera pas contraignante. Norme qui devrait concerner aussi, et là ça vous concerne, nos smartphones et tablettes. Voilà, mais en tout cas, on ne jette pas encore nos bons vieux AZERTY, ça va prendre du temps, ce changement. Merci beaucoup. Betsabé. Il n'aura pas survécu. Il est le 4e patient greffé d'un cœur artificiel en France, mais la prothèse ne serait pas impliquée dans son décès. C'est ce qu'a annoncé Karma. Océane Nicole. Le cœur artificiel n'aura pas tenu. Âgé de 58 ans, le patient décédé cette nuit souffrait de déficience biventriculaire. Il avait été opéré le 22 décembre dernier à l'hôpital parisien de la Salpêtrière. La société française Carmat qui a développé ce cœur artificiel l'assure. La prothèse n'est pas impliquée dans le décès. Nous avons réalisé une implantation sur un patient en phase terminale de son insuffisance cardiaque. L'implantation s'est déroulée tout à fait convenablement et la prothèse a donné toute satisfaction tout au long de son fonctionnement. Nous connaissons les risques liés à ce type d'intervention et malgré tous les efforts de l'équipe, le patient est décédé de complications médicales non liées à la prothèse.
L'entreprise de prothèses de cœur artificiel a déjà procédé à 4 implantations dans le cadre de précédents essais. Le premier patient avait été greffé en décembre 2013. Il était mort 74 jours après l'opération. Le deuxième était décédé 9 mois après avoir été greffé. Le troisième patient était lui mort 4 mois après son opération, mais la prothèse n'était pas impliquée dans son décès. La société Carmat cumule donc une expérience clinique de 21 mois de fonctionnement. Elle prépare maintenant son étude clinique pivot, une étude qui va permettre d'élargir l'expérience à plusieurs patients et à d'autres pays européens. Carmat pourrait donc obtenir le marquage conforme aux exigences, un marquage indispensable pour la mise en place de la prothèse sur le marché. L'annonce est fascinante. Elle est tombée la nuit dernière. Il y aurait peut-être une 9e planète dans notre système solaire. Elle serait grosse comme 10 fois la Terre. Chloé Demoulin. Elle serait 10 fois plus lourde que la Terre et évoluerait sur une orbite 20 fois plus éloignée que Neptune. Des chercheurs américains de l'université Caltech en Californie pensent qu'une 9e planète se cache dans notre système solaire. Nous ne l'avons pas encore vue, mais nous avons vu son influence gravitationnelle sur la partie extérieure de notre système solaire, donc nous savons qu'elle est là. Cette planète gazeuse, à la composition semblable à celle d'Uranus et de Neptune, serait en fait dissimulée par Pluton. Son existence permettrait d'expliquer l'évolution mystérieuse d'objets dans cette zone éloignée du Soleil et restée largement inexplorée. Je pense que cela va avoir un impact sur les astronomes qui vont essayer d'aller la trouver. Tout le monde voudra être celui qui aura vu le premier cette 9e planète. Ce sera vraiment excitant. Les spécialistes restent toutefois prudents. Il est déjà arrivé par le passé que des astronautes prédisent ainsi l'existence d'une planète et qu'elle n'ait pourtant jamais été trouvée. Il est bientôt 13h à Tel Aviv. Dans moins de 4 minutes, on reviendra sur les grands titres à la une de l'actualité. Tout d'abord, il y a 10 ans, jour pour jour, c'était le calvaire d'Ilan Halimi qui démarrait, séquestré, torturé et puis assassiné parce que juif. 10 ans plus tard, la blessure est toujours ouverte. L'antisémitisme en France, on y revient dans un nouveau journal dans moins de 4 minutes.